La crise du monde, le chômage qui monte, les assassinats qui se multiplient, les candidats qui se multiplient, l'austérité qui arrive. Cette année 2011, le Père Noël a vraiment été une ordure. Ah oui, tiens, c'est vrai, aujourd'hui c'est l'anniversaire du drame de Fukushima. Aucun mort nucléaire à déclarer. En France, la haute autorité de l'énergie nucléaire a dit que nous n'aurions aucun problème, pas de problème de séisme avec nos centrales. Ah, le président a dit que la première préoccupation des Français, c'était la viande halal. Les Français vont dire halali. C'est pas très bon. Un sondage Louis Harris indique que 67% des Français ont le même désamour pour la justice que pour le personnel politique français. Alors ça c'est absolument impensable. C'est impensable. Enfin, moi, je suis quand même un juge. Je ne vais pas être comparé à ces politiques-là. Il faudrait que je fasse quelque chose. Il faudrait que je sois un petit peu pédagogue pour expliquer que nous, on n'est pas comme eux. On n'est pas comme eux. Allez, je vais trouver un système qui, sans douleur, va peut-être essayer de leur faire comprendre à ces bonnets ce qu'est le droit et la justice. Une chose bien difficile. Alors, on va commencer par quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous. Voilà l'histoire d'un jeune skater mineur qui va et qui vient sur un escalier d'un monument public. Il descend, il bat, il vient, et puis, eh bien, un beau jour arrive ce qui arrive. Au lieu de s'arrêter juste là, il va s'arrêter un peu plus loin. Et le passant qui passe va comprendre qu'il va se recevoir le skater sur la figure. Il va donc faire un petit pas de côté. Un petit pas de côté, mais à côté de ce grand escalier public, il y a un ruban gris, légèrement goudronné. C'est une route. Et sur cette route, évidemment, il y a des voitures. Et notre piéton qui va se retrouver sur la route va se retrouver face à une voiture. Laquelle voiture? Ben, c'est normal, va essayer de l'éviter, va freiner. Malheureusement, la voiture va prendre et le piéton, et puis va se déporter sur la gauche. Parce que, c'est curieux, cette voiture, qui ne lui appartient pas, qui lui a été prêtée, mais dont le propriétaire lui a dit qu'elle sortait du garage, parce que les freins ne marchaient pas. Donc les freins sont neufs. Et là, manifestement, les freins ne sont plus neufs, puisque la voiture se déporte. Elle se déporte sur sa gauche, c'est-à-dire vers le centre de la route. Et là, qui est-ce qui passe sur la deuxième voie? Un autre véhicule, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Un camion. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il fait là? Il est là. Et puis, il est heurté par ce véhicule. Donc, il va lui aussi freiner, mais bon, ça se passe pas très bien. Il allait peut-être un peu vite. Et il va percuter l'immeuble qui est juste à côté de ce beau monument. Cet immeuble, il y a des consommateurs. Certains sont blessés, d'autres sont morts. Et puis, on va comprendre que l'immeuble a tellement été fracassé qu'il venait juste d'être refait. Le béton commence à se fissurer et la mairie est obligée de dire qu'elle va fermer l'immeuble parce qu'on ne sait jamais s'il va peut-être s'effondrer sur la route. Et donc les gens qui tiennent cet établissement
vont, à cause de cet accident, avoir leur commerce fermé, et ainsi de suite. Et tous ces gens, le piéton, la voiture, le camion, les blessés, les morts, les gens qui ont l'immeuble, les gens qui exploitent l'immeuble, vont tout d'un coup subir un dommage. Et ce dommage, ils estiment qu'ils n'en sont pas responsables, que le responsable, c'est lui, et qu'il doit bien y avoir un système pour réparer le dommage. Autrefois, lorsqu'il se passait la même chose, évitons l'histoire du skater, du camion, mais revenons dans les temps anciens. Eh bien, chaque fois qu'on criait justice, qu'on disait, eh bien, écoutez, on m'a causé un dommage, je veux qu'on me le répare, qui réglait le problème? Qui était là pour dire, toi tu as raison, toi tu as tort, ton dommage je vais le réparer, ton dommage je ne peux pas le réparer pour telle et telle raison? Eh bien, c'était la loi du plus fort. C'était la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, elle se résumait de la manière suivante. Si je suis faible, eh bien on ne me rend pas la justice. Mais si je suis faible et que je suis avec un seigneur qui va me rendre la justice, eh bien j'aurai justice. Donc, à l'époque, c'était d'une simplicité enfantine. La justice, c'était la loi du plus fort. J'estime que tu n'es pas dans ton droit, donc je te sanctionne. Et la sanction, dans l'histoire de France, de l'Europe, du monde, c'est d'abord une sanction haut et court. Ce qui veut dire que lorsqu'on est coupable, lorsqu'on a fait une faute, eh bien, très souvent, on doit la payer de sa vie. Tout ça parce que le Seigneur, ou le chef de clan, le chef de la horde, l'a décidé. C'est lui qui dit le droit, c'est lui qui rend la justice, et c'est lui qui fait le pouce en bas, ou c'est lui qui fait le pouce en haut. La société a évolué, elle s'est dotée de rois. Bien, les rois ont-ils été les mêmes? Non. Ils n'ont pas beaucoup changé. Les rois, avec leurs représentants locaux, les seigneurs, rendent la justice. Et même le roi lui-même, dans sa chambre, il lui arrivait de rendre la justice, dans sa chambre. C'est d'ailleurs pour ça que la justice a gardé le mot de première chambre, deuxième chambre, chambre correctionnelle, chambre civile. C'est en l'honneur et en souvenir de nos rois défunts qu'on a appelé ce fonctionnement de la justice ainsi. Je suis le Seigneur, je suis la loi, je suis le roi, je suis la loi. Et je décide si tu as raison ou si tu as tort. Mais enfin, messire, j'ai des choses à dire, je voudrais me défendre. Tu n'as pas à te défendre. La loi est ainsi faite que je te condamne. C'est la justice jusqu'au XVIIIe siècle. On doit savoir que même au XVIIIe siècle, ce qui n'est pas si vieux que ça, on condamnait les suicidés. On les exposait devant l'Église et on essayait de savoir si leur suicide était un suicide dû à la démence ou si c'était un suicide objectivement décidé. Si le tribunal décidait que le suicidé était un suicide objectif, eh bien, on lui prenait ses biens. On lui prenait ses biens.
De la même manière, pour obtenir des aveux, au XVIIIe siècle, juste avant la Révolution, on passe les suspects à la question ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire que l'on torture pour avoir des aveux. Et puis, quand on n'arrive pas à savoir qui a fait quoi, on a le droit de demander au curé, dans son sermon du dimanche, de faire un appel à témoins pour que les gens qui savent quelque chose sur ce qui s'est passé la veille ou il y a 8 jours viennent le dire au curé. S'ils ne viennent pas le dire au curé, ils sont excommuniables. Excommuniables. Et donc, la Révolution française a décidé de changer un petit peu la donne. Et elle a réfléchi à des valeurs que les philosophes ont travaillé depuis le XVIIe siècle en Angleterre, le XVIIIe siècle en Gironde, non loin d'ici, vous le connaissez, le petit père Montesquieu. Exit les jugements sommaires, les pendaisons seront transformées par la guillotine, c'est peut-être moins douloureux, mais tout de même ça fait mal. Et on va totalement changer la société française. Tout ce qui est dit ici ne pouvait pas exister auparavant. Montesquieu l'a dit, on va séparer les pouvoirs. D'un côté, il y a celui qui dirige, le pouvoir exécutif. Il y a celui qui est le représentant du peuple qui va voter les lois, le Parlement. Et puis les juges qui sont un pouvoir indépendant. Ainsi Montesquieu l'a dit. Ces trois pouvoirs étant séparés, la démocratie peut enfin fonctionner. Mais il faut surtout qu'il y ait une cloison étanche entre ces trois pouvoirs. Et pour la justice? Bien, pour la justice, on va créer des juges. Ah, tout bête, hein? On va créer des juges. On va bien comprendre qu'il faut des juges professionnels, Dans un premier temps, les révolutionnaires, pendant 2 ou 3 ans, vont souhaiter qu'ils soient élus. Et puis ensuite, on passera à la nomination. Mais on va créer un juge indépendant du siège. Le siège, c'est celui qui est assis, c'est celui qui décide. Indépendant, ça veut dire que même s'il décide quelque chose qui ne plaît pas au pouvoir, on ne peut pas le sanctionner, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le muter. Donc voilà, un corps professionnel qui existe, des juges, repérés comme tels, nommés certes par le pouvoir, mais parce qu'ils ont des diplômes, et puis on leur donne la capacité d'être indépendants vis-à-vis du pouvoir. Le siège, écoutez bien cette notion, magistrat du siège. Et puis, on va faire une graduation dans la relation que pourra avoir le citoyen avec la justice. Les petites affaires seront jugées au tribunal d'instance, les plus importantes seront jugées au tribunal de grande instance. Si l'on n'est pas d'accord de ces 2 jugements, on va à la cour d'appel. Si l'on n'est pas content de la cour d'appel, on va à la cour de cassation. C'est-à-dire qu'on donne le droit aux citoyens de ne pas être content d'une décision de justice.
on lui donne la possibilité de voir ailleurs si j'y suis. C'est pratiquement ça. Et puis, on va mettre en place un système qui régule la vie des citoyens entre eux. Et ces règles, ce sont les représentants des Français qui vont les voter. C'est des lois. Et il n'y a pas de loi sans décision de justice et vice-versa. Donc, on va faire un code avec toutes les règles de fonctionnement social possibles et imaginables, qu'on appelle civil, parce que civil pourquoi? Civil, cives. En latin, cives, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'habitant de la cité, le code de l'habitant de la cité, code civil. D'un côté, on va parler de ses droits et de ses libertés individuelles, et de l'autre côté, on va parler de sa relation au bien et à son patrimoine. Chaque fois qu'il le souhaitera, il aura la présence, l'assistance d'un avocat. Pour qu'il ne soit pas dans une situation où il découvre quelque chose qu'on lui aurait caché, les législateurs révolutionnaires ont inventé la procédure. On ne fait pas un procès n'importe comment. Il y a des règles formelles pour le faire. Si on les viole, eh bien, on perd son procès. Et tout ce principe est régi par le principe du contradictoire. Chaque fois qu'on me reproche quelque chose, j'ai le droit de savoir ce qu'on me reproche. J'ai le droit de savoir les arguments de mon adversaire. J'ai le droit d'y répondre. Et là, il y a un débat qu'on appelle le contradictoire. C'est ce que notre société actuelle a totalement perdu. Ceci, c'est vraiment un fonctionnement dont les démocrates actuels devraient complètement s'inspirer. C'était extrêmement fort. Car si vous réfléchissez à ce que je vous ai dit auparavant, il n'y avait pas de possibilité d'appel, il n'y avait pas de contradictoire, très peu souvent d'avocats et pas de procédure, ou en tout cas une procédure qui était inconnue du justiciable. Ce qui fait que celui qui était pris dans les mailles de la justice, il avait effectivement beaucoup de risques de perdre, tandis qu'avec cette machinerie-là, qui est une machine intellectuelle démoniaque, le justiciable peut savoir au jour le jour où il en est dans son procès. On ne peut rien lui cacher. Car si on lui cache quelque chose et qu'il peut le démontrer, eh bien c'est lui qui gagne le procès. Le skater, eh bien, les juges vont trouver dans le Code civil les règles permettant de savoir comment la responsabilité des uns et des autres va fonctionner et comment on va réparer le dommage. Important, mais ce qui est bien, c'est que c'est connu à la fois des juges et c'est connu à la fois des justiciables et de leurs avocats. Je reviens à mon skater. Bon, c'était un accident. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais curieusement, on a découvert que ce skater, un jeune, était un petit peu de bric, de broc. Ça veut dire qu'il avait une personnalité un petit peu curieuse et on finit par savoir que l'accident de l'autre jour, celui qui a fait autant de dégâts, vous vous souvenez, là, avec cet accident dans un immeuble et tout, eh bien, en réalité, c'est effondrant. Mais c'était volontaire. Comment ça, volontaire? Vous êtes fou, là? Oui, oui, volontaire. Ah, comment ça, volontaire? C'est un accident. Il est tombé, il y a eu un piéton, le piéton fait ceci, la voiture... Oui, 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 oui. Non, mais vous n'avez pas compris ce que je veux dire. C'est que quand il descend, là, ces escaliers,
Eh bien, il ferme les yeux et il dit bingo, je touche quelqu'un ou je ne touche pas quelqu'un. Une espèce de roulette russe. Attendez, mais votre mec là, il est fou là. Et sans doute, il doit être un petit peu habité parce que il peut se faire mal lui-même, mais il peut se faire mal aux autres. Mais on a découvert dans sa chambre un petit cahier où il disait, ben voilà, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, et voilà, aujourd'hui j'ai fait un blessé. Un fou. Ah oui, mais là, nous ne sommes plus dans ce que je racontais tout à l'heure. C'est plus un petit accident, c'est quelque chose qui est, au fond, qui aurait pu ne pas exister si ce skater ne l'avait pas voulu. Il a voulu faire du mal à quelqu'un. Son acte est volontaire. Il a donc blessé et puis peut-être tué des gens presque volontairement. Certes, il ne le voulait pas, mais en tout cas, sa démarche fait que il faut donc faire un autre droit. Un autre droit où la société va s'arroger la capacité de punir un comportement comme celui du skater. Parce que là, c'est payer des dommages, c'est uniquement une histoire d'argent, de réparation. Mais là, peut-être que ce skater va-t-il vouloir recommencer. Il faut que la société s'arme et puis fasse quelque chose pour l'empêcher de recommencer. Donc, on va créer un autre droit. On va créer un autre droit qui est celui de la punition. De la punition. Le code pénal. Pénal, ça vient du latin poena, la peine, la punition. Donc, on va, de la même manière, créer des juges qui vont s'occuper de ces affaires-là. Encore une fois, on va faire un code, comme pour le code civil. On va faire une liste des actions interdites à tout individu. Et on va les mettre dans le code pénal. Tout ça, c'est des textes qui sont votés par le Parlement, par les députés. On va faire également une graduation, les petites fautes jusqu'aux plus grandes. Les petites, les contraventions. Je pense que tous, autant que vous êtes, vous avez été des gens qui ont eu des contraventions. Contraventions, on va les faire juger par un tribunal. Tribunal de police, un seul juge. Peine encourue, une amende. La faute est plus grave. De contravention, elle passe à délit. Là, les affaires sont plus sérieuses. On va donc inventer un tribunal qui s'appelle tribunal correctionnel. Vous voyez le terme correction qui revient dans la symbolique du pouvoir qu'avaient autrefois les parents sur les enfants, celui de la correction. C'est l'état d'esprit du législateur révolutionnaire. Tribunal correctionnel, juridiction correctionnelle. Là, les choses sont un peu plus délicates. On met 3 juges. Car à 3 juges, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Cour d'assises. Autrefois, la peine de mort. Maintenant, la condamnation à perpétuité. Il faut donc tout de même, à côté de ce système, un juge particulier. Ce juge particulier, c'est celui qui serait le représentant de la société, qu'on appelle l'avocat général, celui qui représente la société. C'est le procureur. Procureur.
curare res publica, celui qui s'occupe de la chose publique. Le procureur n'est pas comme le magistrat du siège, il est soumis hiérarchiquement à son ministre de tutelle, c'est-à-dire au ministre de la Justice, mais également à l'État. S'il déplaît, on peut l'expédier. Retenez bien cette différence entre le magistrat du siège et le magistrat du parquet. Procureur n'est pas indépendant, quoi qu'il dise. Il n'est pas indépendant. Il peut recevoir des ordres. Il peut ne pas les suivre, mais il peut également les suivre. Il y a des exemples célèbres. Et tous ceux qui vont juger, ici, ce sont des juges du siège, inamovibles, autonomes, indépendants. En revanche, le procureur de la République, il reçoit les plaintes, il analyse tout ce que la police et les gendarmeries lui amènent comme procédure, jour après jour. Il regarde si, oui, ça c'est une infraction, ça c'est pas une bonne infraction, je peux pas la poursuivre, ou alors on va continuer l'enquête. Donc il a un pouvoir de police, d'enquête, d'analyse de tout ce qui se passe comme crime, délit ou contravention sur son ressort. C'est lui qui les gère. C'est lui qui contrôle le travail de la police et de la gendarmerie, qui a le droit de vous mettre en garde à vue si on vous reproche. Garde à vue, ça veut dire que vous êtes retiré de vos libertés pendant 24 ou 48 heures. Et puis, lorsqu'il décide que l'auteur de l'infraction mérite de passer devant le tribunal, eh bien, il défère l'auteur, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'assises. Mais à chaque fois, il sera présent et c'est lui qui présentera le dossier, c'est lui qui demandera une peine, mais c'est le juge du siège qui décide si l'infraction existe bien, si un tel en est coupable, et quelle est la peine qui va être prononcée. Vous avez bien compris ce clivage, qui est extrêmement important à comprendre, car même aujourd'hui, ce clivage-là, cette séparation est inconnue des Français, puisque pour les Français, un procureur et un juge, c'est la même chose. Il y en a un procureur célèbre qui s'appelle Courroy, et quand on me dit « Ah ben oui, t'es comme Courroy », je dis « Ah non, je ne suis pas comme M. Courroy, qui est procureur à Nanterre. Non, je ne suis pas. Mais enfin, arrête, vous êtes tous les mêmes. » Eh bien non, vous êtes là ce soir pour savoir la différence entre les magistrats du parquet, qui ne sont pas indépendants, et les magistrats du siège, dont je parlais tout à l'heure, qui sont ou qui devraient être indépendants. Le législateur révolutionnaire s'est dit, notre système, il est bien, il est bon, il est carré. Chaque fois, il y aura un avocat, il y aura le contradictoire, il y aura la procédure, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure s'applique pour le pénal, évidemment. C'est-à-dire que je ne peux pas être accusé sans savoir ce qu'il y a dans mon dossier. Important, principe du contradictoire. Les lettres de cachet, sans savoir pourquoi on est détenu, ça n'existe plus. Mais le législateur révolutionnaire, intelligent comme une belette, s'est dit le pouvoir corrompt. Donc, si je suppose que ce procureur-là n'est pas totalement objectif dans l'analyse qu'il va faire des infractions, comment pourrais-je faire pour trouver la parade? Ah oui, je l'ai la parade. Je vais créer un juge du siège qui s'appellera juge d'instruction et qui va lui prendre
toute la procédure concernant le crime. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Quand il y a un crime, et on verra certains délits, eh bien, le juge d'instruction est obligatoirement saisi et le dossier échappe au procureur. Donc le procureur ne peut plus faire de magouille. Il est opposé à un autre magistrat qui, lui, n'a pas envie de plaire ou de déplaire au pouvoir, qui décide en son âme et conscience. C'est ça, le juge d'instruction. C'est ça l'origine extraordinairement intellectuelle de cette création. Et ça n'est pas suffisant. Je vous ai dit tout à l'heure que le procureur recevait les plaintes. Supposez qu'un plaignant ne plaise pas au procureur et que le procureur déchire la plainte. Quel est le recours du plaignant? Aucun. Eh bien, le législateur révolutionnaire a dit que le juge d'instruction pouvait recevoir des plaintes directement des gens qui s'estiment lésés par une infraction. Génial. Je vous le dis, intellectuellement génial, parce que en quelques années, en 10 ans, on a mis sur pied un système qui basculait tout le système antérieur, moyenâgeux bien sûr, mais celui du XVIIIe siècle, et on a créé des contre-pouvoirs. Chaque fois que ces infractions sont commises, la police et la gendarmerie se saisissent de l'infraction, se saisissent de leur auteur. Ensuite, le procureur de la République, le peintre l'a mise en rouge parce que dans les cours d'assises, celui qui est l'avocat général, c'est-à-dire le procureur, est toujours en robe rouge, mais dans les tribunaux de grande instance, ils sont en noir. Mais bon, petit détail esthétique, mais pour dire que l'infraction, la commission de l'infraction, l'auteur de l'infraction, les polices et gendarmeries, le procureur qui est saisi du dossier et qui défère au tribunal de police un seul juge, au tribunal correctionnel 3 juges, en cour d'assises 3 juges plus 9 jurés, et toujours le procureur qui est là et qui dit « Moi, j'estime que telle infraction a été commise et j'estime qu'un tel mérite tant de prison, et à l'époque, la peine de mort. » Ce système a fonctionné tout le XIXe siècle. Évidemment, il y a des hauts et des bas, car devant le juge d'instruction, le législateur révolutionnaire n'avait pas prévu de placer l'avocat. Les infractions qui ont été listées au XIXe siècle parfois pourraient faire grincer les dents. Savez-vous qu'au XIXe siècle, quand on était employé de maison, voler son patron, c'était un crime. Souvenez-vous, Victor Hugo, Jean Valjean, le vol chez l'employeur égale les galères. Donc on ne peut pas dire que la révolution structurelle, institutionnelle, se soit traduite par une avancée démocratique réelle, mais en tout cas au niveau des textes, il y avait une forte poussée. On arrive à ce XXe siècle, qui est un siècle de paradoxes, et la guerre de 39-45. Un choc, plus qu'un choc. Mais au fond, de la même manière qu'en 1789, la société est en pleine turbulence. Et en 1943, un certain nombre de penseurs, d'acteurs de la société, d'idéologues, se sont mis à travailler ensemble, sous l'autorité de quelqu'un
relativement célèbre qui s'appelle Jean Moulin. Et ce groupe de penseurs, qui se baptise Conseil national de la résistance, élabore un projet pour la vie en France après la libération. Et ce qui est génial, c'est que ce Conseil national de la résistance, il a une palette politique énorme. Il va des communistes aux royalistes. Et il est, qu'on se le dise ou non, patronné par le général de Gaulle. Il se passe donc des choses remarquables, aussi remarquables que celles de 1789. Nous l'avons symbolisé avec cette représentation de l'harmonie et de la puissance qui indique qu'il y avait une nécessité de cohésion sociale et il y avait une nécessité de découvrir de droits nouveaux, des droits fondamentaux qui n'avaient jamais été évoqués auparavant. Ces penseurs de gauche et de droite vont élaborer des règles de vie en société qui vont concerner tous les secteurs de vie sociale. Je termine par etc. Mais la liste est très très longue. Mais on crée le droit du travail, le droit de la santé, le droit de la sécurité sociale. On crée la sécurité sociale. La concurrence et les prix, les fraudes, l'urbanisme. Tous ces secteurs de vie vont donner lieu aux Français à la création de droits. Si je travaille, eh bien j'ai l'assurance qu'un droit régit mon comportement au travail. Je peux être protégé. J'ai le droit d'être protégé. Je ne suis pas celui qui travaille dans les mines à 14 ans. C'est fini, parce qu'il y a une législation qui le prévoit. De la même manière, si j'achète des produits qui sont manifestement avariés, manifestement dangereux, j'ai un recours contre celui qui les propose avec la législation sur les fraudes. L'environnement viendra plus tard, mais c'est dans la même mouture. Ceci, moi, ça commence un petit peu à me fatiguer. Droits fondamentaux, égalité, cohésion sociale. Il faut quelque chose qui soit efficace, qui soit rapide, qui ne crée pas de chômage. Fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire. Fonctionnaire, ça coûte cher. Alors, je crois que je vais commencer par la justice. Un 1er janvier, j'ai dit en conférence de presse qu'avec moi, on allait voir ce qu'on allait voir. Mettre au pas la justice. Juge d'instruction, j'annonce sa disparition. Oui, mais et la plainte devant le juge d'instruction? La plainte, vous la ferez devant le procureur. Juge d'instruction, terminé. Oui, mais en 1945, le législateur révolutionnaire a créé 2 nouveaux juges pour individualiser un peu cette justice qui est quand même parfois un peu un bloc de béton dur.
Il a créé le juge pour enfants, le juge d'application des peines, pour qu'on essaie d'être au plus près de la réalité. Juge des enfants, 1945, ah, celui-là, je ne l'aime pas. Alors, je ne vais pas totalement le supprimer, mais je vais lui mettre des jurés populaires, mais ça existe déjà. Je vais faire quelque chose, en tout cas, pour qu'il n'y ait plus de justice des mineurs. Les mineurs, ça doit être condamné comme les majeurs. Et arrêtez-vous. Vous avez vu les mineurs comme ils sont plus grands que des majeurs. Donc, s'ils sont plus grands que des majeurs, eh bien, on les condamne comme des majeurs. Ah, c'est vrai qu'il fallait y penser. Vous avez dit que mon bon sens pourrait vous convaincre. Juge d'application des peines. Ça, juge d'application des peines, vous savez, c'est ceux qui mettent en liberté les gens. Ah, ben ceux-là, je vais leur rectifier le tir. On va leur mettre des jurés populaires. Pas mal le coup. Tribunal correctionnel. Alors, ma petite Rachida, elle a fait ce qu'il fallait, peine plancher. Qui vaut le 9? Et dans le temps de la récidive, 5 ans. Vole un deuxième œuf, 1 an de prison ferme. Ça s'appelle peine plancher. Mais comme les tribunaux correctionnels sont laxistes, je vais leur mettre des jurés populaires. Au fond, comme aux États-Unis. Parce que j'aime beaucoup les États-Unis. Mais alors, attendez, il faut que je vous dise quelque chose. Mais je vais le dire dans le noir parce que je crois que je vais me faire engueuler. L'autre jour, ce grand homme, c'était à Bordeaux. Il a dit, il faut qu'il y ait des jurés populaires partout, dans toutes les juridictions correctionnelles. Oui. Il faut que les petites peines, les moyennes peines, ils fassent leur temps de prison. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je vais vous en raconter une qui est quand même assez marrante. Je suis président de tribunal correctionnel, donc je suis obligé d'appliquer les peines planchers. Je le fais. Ah, peine plancher. Peine plancher. Mais à la fin de l'audience, je suis un petit peu vexé, je suis un peu gêné. Je dis tout bas au condamné, ce que je vous ai dit, c'est faux. Venez me voir demain dans mon autre bureau, celui du juge d'application des peines, et vous n'irez pas en prison. Et oui, car depuis le 1er janvier 2010, la loi pénitentiaire, promulguée par Monsieur, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit que lorsqu'on a 2 ans de prison ferme, on a le droit de ne pas aller en prison. Silence dans les rangs. Je suis condamné à 2 ans de prison. J'ai le droit de ne pas aller en prison. Je peux monnayer un bracelet électronique, un travail d'intérêt général, mais j'ai le droit de ne pas y aller. Et si le juge d'application des peines veut vraiment, que j'y aille, eh bien on va faire une nouvelle audience avec le condamné, son avocat, le procureur, le juge d'application des peines, son greffier, et le JAP il va faire un jugement en disant « Ah non, celui-là, il faut vraiment qu'il aille en prison !» Eh bien le condamné, il a le droit de faire appel. Alors vous comprenez que quand j'entends que toutes les petites peines doivent faire leur peine de prison, j'avoue que j'ai une petite trémulation des jambes, et je me dis « Mais pourquoi personne ne le lui dit ?» Car c'est ça le problème. Qu'il mente, c'est une chose, mais que plus Jadas ne lui disent pas aux 20 heures
Ah non, ça c'est pour le rugby. Bon, enfin, ne lui disent pas, mais monsieur le président, vous dites que... Je lui dis, je suis comme tes journalistes, oui. Ben oui, je suis journaliste. Alors, vous dites que les petites peines doivent aller en prison, mais l'histoire des 2 ans. Pour aller en justice, maintenant, on s'acquitte de 35 €. Justice n'est donc plus gratuite, donc plus un service public. Mais en attendant, les juridictions, on leur coupe le kiki. La mienne, que je ne citerai pas par pudeur, devait, il y a peu, à leurs fournisseurs 480 000 €. Quelle est l'entreprise qui pourrait survivre avec un découvert de trop, de 480 000 €? J'attends que France Télécom ou que les fournisseurs de papier, d'encre nous livrent plus. Comme ça, on serait fatalement en grève. C'est assez extraordinaire. J'aime cette situation républicaine. Et puis, j'ai mis L+. Tous les jours, la loi tombe. Elle n'est même plus imprimée. Elle n'est même plus dans le code civil, dans le code pénal. Elle est sur le mail. Tous les jours. D'abord, tu regardes ton mail. Est-ce que la loi a changé? Non. Bon, tu peux y aller. Si, elle a changé. Ah oui, il y avait une pièce jointe. Ah oui, 40 pages. Ah mais attendez, j'ai audience là, je ne peux pas y aller. 40 pages. Tous les jours, comme une espèce de diarrhée intellectuelle, ces messieurs, dames, pondent. Enfin, pondent. Quand on pond, c'est matériel. Quand c'est liquide, on ne dit pas pondre. Et je suis le juge qui doit se poser la question, quand il monte à l'audience, s'il connaît la nouvelle loi, applicable aujourd'hui, immédiatement. Il y a même un texte rétroactif. Mars 2011. Rétroactif. Mais c'est extraordinaire. Quand j'ai étudié le droit, le fait que j'avais un point X, X1, X2, X3, et maintenant on me dit X3, c'est X-1. Ah putain. Ah, ils sont forts alors. Alors, ça continue. Ici, c'est management. Alors, le ministère de la Justice est allé chercher aux États-Unis une société qui fait du lean management. Lean management, c'est quoi? Ça a été inventé pour Toyota au Japon. C'est comment rationaliser les postes de travail en supprimant tout ce qui n'est pas valeur ajoutée. Donc c'est génial. Et donc la France est parcourue de gens payés, rubis sur l'ongle. Là, ce n'est pas les 480 000 € qui manquent, eux, ils sont payés. Et qui réunissent les juges, les greffiers, pour dire, on va traquer le gaspillage. Et donc, je suis en train de me poser la question de savoir si, quand je vais faire un jugement, qu'est-ce qui est valeur ajoutée, qu'est-ce qui n'est pas valeur ajoutée? Ce qui n'est pas valeur ajoutée, c'est je condamne tout de suite. Comme ça, je ne perds pas de temps et je gagne du temps pour la justice et donc de l'argent. Donc, et pareil pour le droit civil. Un truc compliqué comme le skater, tout le monde va rembourser tout le monde et peu importe. Lean management. Et ça coûte un pognon fou. Ensuite, un jour, notre plus haute autorité de l'État est arrivée dans une grande juridiction à Paris à traiter les juges de pépé.
de petits pois. Les juges sont comme des petits pois. Il faut dire qu'ils nous aiment. C'était le premier à nous traiter de légumes, certes. Nous le sommes parfois. Mais tout de même, là, il ne manquait que les bœufs carottes. Donc, on va se séparer des magistrats du siège et on va donner de plus en plus de pouvoir à cet œil, qui n'est pas l'œil de Moscou, mais qui est l'œil de Paris, qui est le représentant du ministère de la Justice, le procureur. Le procureur a maintenant de plus en plus de pouvoir. Et bon, je vais vous raconter une petite histoire. Je l'appelle DR parce que c'est un député pour lequel je n'ai pas une grande sympathie, mais qui est emblématique de ce que font les procureurs à l'heure actuelle. Il s'appelle Julien Drey. Julien Drey, on lui a reproché des histoires de montres. Ça tombe mal parce que question montre, ailleurs, ça fait mal aussi. Et on lui a dit, vous détournez de l'argent. Bien. Autrefois, on aurait désigné un juge d'instruction. Là, c'est le procureur qui s'est arrogé le droit de tout faire. Les enquêtes, les perquisitions, les auditions, tout. Et pendant ce temps, Julien Drey, qui voyait toute l'enquête passer dans les journaux, il n'était même pas entendu. Même pas entendu. Et au dernier jour, le procureur en question, qui était le procureur de Paris, devenu, je crois, procureur général près de la Cour de cassation, comme quoi ça rapporte, lui a dit « Je n'ai pas d'infraction à vous reprocher, mais attention, vous savez qu'il existe une règle en droit commercial, les chèques de 5 000 €, il faut les enregistrer. » Voilà comment s'est terminée l'affaire des montres de Julien Drey. Entièrement gérée par un procureur, sans la présence d'un avocat, sans la possibilité pour Julien Drey de connaître son dossier, donc ce que je vous disais tout à l'heure du contradictoire, à la poubelle, et ainsi va la vie. Une autre histoire que j'aime bien aussi, TP. Bernard Tapie. Bernard Tapie estime que la société, le Crédit Lyonnais plutôt, lui a fait des misères. Et comme il lui a fait des misères, il demande des dommages-intérêts pour préjudice moral. Ça ne s'invente pas. Toutes les juridictions, jusqu'à la Cour de cassation, décident qu'il n'y a pas dans ce domaine de préjudice moral. Il n'y en a pas. Juridiquement, il n'y en a pas. Et il existe un texte qui dit que quand la Cour de cassation a statué, ben ça y est, c'est fini. C'est la règle de la séparation des pouvoirs. On arrête là. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont trouvé? Il a dit, il faut sauver Bernard Tapie. Il ne faut pas sauver le sergent Ryan. On va faire une commission d'arbitrage. On va réunir 3 clampins, dont un ancien juge, bravo, et puis 2 hommes politiques qui vont faire un arbitrage. Et cet arbitrage, eh bien, ça a été que, oui, il y avait un préjudice moral. Mais où est l'application du droit? Alors, c'est Mme Christine Lagarde qui a endossé cette chose-là. Elle risque fort de se faire condamner, mais tout de même, c'est quand même un peu injuste, car elle n'a fait qu'obéir à la violation des lois telles qu'elles sont décrites dans nos codes. Voilà. Voilà ce qu'est devenue cette institution, dont j'estime qu'elle est maintenant sous l'œil tutélaire du procureur de la République. Il peut, bien sûr, y en avoir de sains et d'honnêtes. Bien sûr. Ça n'est pas là mon propos. Mais lorsque le dossier est sensible, eh bien, parfois, la justice peut peut-être tourner sur ses gonds. Et je me retrouve dans l'histoire de France comme
sous Napoléon III, où en justice, c'était le procureur qui réglait toutes les affaires. Le problème, c'est que il n'a pas pu tuer le juge d'instruction et il l'a là. Totalement là. Mais il a de quoi se venger sur tous les autres. Donc, je pense que ce qui est entamé sera largement concrétisé par la suite. Vous n'allez rien comprendre à cette image d'une France dont vous ne voyez simplement que un type qui est là en train de prendre le soleil. C'est notre fonctionnaire des administrations du travail, de la santé, de la sécurité. À mort! Juin 2007. Juin 2007. On a décidé de mettre à mort toutes ces administrations. Et on va se donner 3 ans pour le faire. Alors, on va commencer par ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. On va cumuler les administrations pour, en réalité, les supprimer. Ces formules cabalistiques, ce sont des formules qui disent « Nous allons gagner, nous les Français, beaucoup de sous en tuant toutes ces administrations. » Et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Donc, il y avait dans chaque département une vingtaine d'administrations. On les tue. On les tue. Et on crée quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler. Et si vous êtes venu ce soir, au moins vous allez découvrir ce qu'est cette bestiole qui s'appelle la RGPP. Si j'arrive à faire tenir... Ah ben non, ça je crois que je ne sais pas. C'est bien, c'est tombé. La RGPP, révision générale des politiques publiques. La révision générale des politiques publiques, c'est quoi? C'est réduire la voilure, gagner des sous, essayer de diminuer l'administration française pour enfin gagner de l'argent. Donc, un fonctionnaire sur 2. Toutes les administrations disparaissent et dans chaque département, on crée 2 espèces de monstres glauques qui s'appellent, parce que ça change en fonction des départements. Vous avez une direction de la population et une des territoires. Et là-dedans, vous brouillez un petit peu des gens qui n'ont aucune culture commune, qui n'avaient pas la relation avec la justice qu'ont toutes les administrations. Vous brouillez et vous faites de la merde. De la merde. Et moi-même, qui essaie d'être un spécialiste de la RGPP, 1 an après, je n'arrive pas à comprendre qui fait quoi et comment. Parce que vous avez des gens qui ne sont plus là sur le terrain, mais vous avez des services qui sont à la région et qui n'existent plus sur le département. Puis, vous avez surtout la relation qui existait entre les ministères et les administrations n'existe plus, et personne n'y comprend rien. Vous avez donc des vétérinaires qui sont avec des gens qui faisaient des contrôles fiscaux, mais rien à voir. Et, alors qu'autrefois, celui qui était responsable, c'était les administrations et le Premier ministre, celui qui est maintenant responsable, directement ou indirectement, c'est le préfet. Et celui ou celle
qui voudraient revendiquer un droit, que ce soit devant la justice, ou que ce soit un droit de la santé, du travail et tout, se retrouvent bien dépourvus quand la RGPP fut venue. Il n'y a plus de contrôleurs sur notre terre. Il n'y a plus personne. Et si on vous dit qu'on va traquer la fraude, laissez-moi ricaner, car tous les droits que je vous ai énumérés tout à l'heure, la justice, leur violation, était transmise à la justice. Et j'avais, en tant que président du tribunal correctionnel, des audiences où j'avais du droit du travail, du droit de la santé animale, du droit de l'urbanisme, enfin toutes ces infractions dont vous avez eu la liste, qui correspondent certes à des auteurs d'infractions, mais également à des victimes. Aujourd'hui, ces droits-là, siphonnés, ils sont toujours sur le papier, ils existent toujours dans les codes, mais ils sont siphonnés, je ne les vois plus en justice. Je ne les vois plus. Moi, ce que je vois, c'est l'alcool au volant et les hommes qui battent leurs femmes. Eh oui, ça c'était nécessaire. Les trafics de stupéfiants, quelques petits arabes, et je suis un bon président de tribunal correctionnel. Voilà où j'en suis arrivé, et je me demande parfois si ça a bien valu le coup que je résiste autant. Mais bon, ce à quoi j'assiste maintenant, c'est autre chose. C'est la lente et longue dégradation des valeurs que j'ai toujours cru être de ma République à moi. Je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. Je crois que les gens, comme moi, sentent que ça va plus très bien, que c'est en train de dégueuler partout. Mais bon, on doit se dire que c'est la crise, on doit se dire qu'on a vieilli, on doit se dire qu'on a changé. Mais ce qui a changé, c'est la mort de mes valeurs. C'est incroyable. C'est incroyable parce que ce que je raconte là, c'est d'une banalité affligeante. Je me demande comment j'ai pu passer autant de temps sans me rendre compte que j'étais assis sur un tas d'or. C'est au moment où je suis en train de les perdre que je me rends compte que, mais c'est pas tout qui fout le camp. C'est quelque chose qui était mon fondement et j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait, nous avons rien fait. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Putain. C'est pas possible. Putain, mais merde! Il y a eu un moment où j'étais jeune. Je croyais que c'était possible d'avoir un regard au-dessus de la muraille. Et là, comme un tas d'os, je regarde ce qui est en train de se passer. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait ça. Un truc qui s'appelait Super Blaireau culturel. Incroyable.
Blaireau? Vous avez dit blaireau? Ouais. Blaireau. Pourquoi blaireau? Vous savez pourquoi? Parce que le blaireau, à l'heure actuelle, quand on dit blaireau, c'est un connard. Oh, cette soirée complètement blaireau. Et moi, je me suis demandé si on avait toujours considéré le blaireau comme un connard. Eh bien, figurez-vous que au début du XXe siècle, un petit humoriste qui s'appelait Alphonse Allais, qui disait le contraire. Il disait le blaireau, c'est celui qui, dans nos villes et nos campagnes, est un peu plus intelligent que les autres, a les rieurs de son côté, est un petit peu contre la loi quand il faut, et c'est un bon petit résistant. Et j'ai fait ça parce que, à l'époque, je considérais que j'étais peut-être en train de devenir le blaireau moderne, et qu'il fallait que, culturellement, je démontre que, eh oh, on arrête un petit peu. Les gens ringards peuvent prendre le pouvoir. Parce qu'ils sont pas si ringards que ça. Alors quoi? Eh ben quoi? Moi j'enlève ma coulure. Je l'enlève, ma coulure, ma raclure, mon désespoir, ma déprime et mon crêpe noir. Parce que, au fond, le drapeau il est beau, bleu, blanc, rouge. Et tout aussi beau, tout noir. Et je fais quelque chose dont je vous demande d'être les témoins. Résister. Quand vous allez dire blaireau, pensez à ce blaireau-là, celui qui résiste, celui que l'on traite comme un connard et comme un ringard, mais qui va devenir autre chose par sa force. Car regardez, il est blanc et noir. Blanc et noir. Le seul animal antiraciste dans nos campagnes, et c'est dur de l'être antiraciste dans nos campagnes. C'est un animal résistant. Il construit des terriers extraordinaires où il abrite d'autres animaux, dont notamment le renard. J'ai découvert à l'époque qu'il pouvait créer des latrines. Monsieur est dans l'hygiène. Et la femelle du blaireau, que l'on appelle la blairelle, vous savez ce qu'elle fait? Elle est capable de se faire engrosser, de stocker l'œuf et de décider du moment de la grossesse. Pas con, ça. Et c'est cet animal-là qui serait imbécile et connard? Non, c'est lui qui doit vous donner envie de dire le contraire. Et ce soir, je vais vous entourer de ce signal noir et blanc qui est celui du blaireau, mais celui de la résistance. Et quand ces blaireaux-là auront décidé qu'on ne les prendra plus pour des cons, qu'est-ce qui se passera? Les autres commenceront à pâlir comme la rayure blanche et à noircir quand ils ne seront plus élus. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du Conseil national de la résistance. Oh, ça c'est vieux. Le CNR, 1943. Exit. Pourquoi pas? Ah, vous n'avez pas reconnu mon uniforme. Je le savais. Si je fais ça, pas plus? Pas plus? Ah, vous ne connaissez pas beaucoup l'histoire française, hein?
2 étoiles. 2 étoiles. Nous avons été et nous sommes submergés par une force idéologique, souterraine et totalitaire. Le dernier mot a-t-il été dit? L'espérance doit-elle disparaître? Le combat est-il perdu définitivement? Naturellement, non. Le destin de la France est là. Blaireaux de France, je vous appelle à vous unir à moi pour rallumer la flamme des droits martyrisés, des droits torturés, mais des droits à libérer. Blaireaux résiste!